Avançons dans cette gradation, puisque du côté de la France, et là c'est la France monsieur, c'est la capacité nucléaire de la France qui se rappelle au bon souvenir de l'ensemble du continent avec cet exercice poker. Alors qui est un exercice rituel, mais qui évidemment survient là, maintenant, et ça a tout son sens. L'armée de l'air française a déployé ce mercredi son opération poker qui simule un raid nucléaire d'entraînement au-dessus du territoire national. Alors là, vraiment, d'abord votre explication. Comment est-ce qu'on simule un des grands spécialistes, Étienne Marcus va nous rejoindre dans un instant. Vous avez deux avions avec des missiles nucléaires, le Kinjal par exemple, qui peut porter une missile de croisière, qui peut porter un missile nucléaire, et en fait ils pénètrent, donc ils vont rentrer sur le territoire français, par l'Est, par le Nord, par la mer, etc. Et puis ils vont être extrêmement bas, ils vont essayer de pénétrer dans le système. À ce moment-là, ce qu'on fait, on envoie des intercepteurs. Donc chez nous c'est le Rafale, et donc les Rafales vont essayer de l'attraper, etc. Comment est-ce qu'on simule l'arrivée de Kinjal dans le ciel français? C'est les avions français qui font, c'est les avions français. Oui, c'est que des avions français. Hein. Aux États-Unis, ils ont des avions russes. Il faut savoir qu'ils ont des plastrons avec des avions russes. Oui. C'est une grosse manœuvre, hein. C'est une grosse manœuvre qui met en œuvre plusieurs dizaines d'avions pendant la nuit, et beaucoup volent au sud de l'Atlantique, ils se ravitaillent au sud de l'Atlantique, ils partent de toutes les bases. Et en fait, la pénétration, ce qu'on appelle la pénétration, c'est-à-dire le fait que les avions rentrent pour délivrer leurs missiles, elle a toujours lieu en France au même endroit, c'est-à-dire ça traverse le massif central du sud vers le nord, parce que les avions, c'est une zone peu peuplée, les avions volent à très basse altitude, ça fait un peu de bruit, et donc en face, il y a d'autres avions qui essaient de les intercepter, ils se ravitaillent. Ça dure toute la nuit, j'ai assisté à ça, c'est assez impressionnant en fait. On voit les avions se déplacer sur les écrans, c'est un ballet en fait. Hein. Il y a une cinquantaine d'avions à peu près qui sont mis en œuvre, et ça se faisait tous les 3 mois. Maintenant, ça doit 4 fois par an. 4 fois par an. La dernière fois, c'était de jour. C'est tous les 3 mois. C'est les exercices poker. Voilà. Et alors, évidemment, précisons quelque chose tout de suite. Il n'y a aucune arme nucléaire sur les avions. Oui. Hein. Il y a même pas de tir, en fait. Hein, parce que c'est des tirs de missiles sans tête nucléaire. Ces missiles sont tellement chers qu'il y en a très très peu. Il y en a peut-être une fois tous les 18 mois pour voir que ça marche. Donc c'est une simulation. On est d'accord. Jamais un avion français ne vole avec une arme nucléaire dans le ciel. Jamais. C'est arrivé une fois dans les années 60-70 par accident. Mais voilà. Il en a perdu un, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Il y en a une de perdue, oui. Mais là, il y avait quand même 5 avions ravitailleurs Airbus A330. Ça fait une grosse armada. Un avion de commandement radar type AWACS. Et le nombre de Rafales, en revanche, n'a pas été précisé. On veut garder la surprise sur le nombre d'avions capables d'engager. Ce sont les avions Rafale de la force stratégique, qui sont des biplaces, d'ailleurs. On les reconnaît aisément, puisqu'il y a deux pilotes à bord. Expliquez l'importance de ces Rafales. Quand la France a envoyé en Pologne 3 Rafales, première réaction, j'avoue, on disait 3 Rafales, bon, 3 avions, 3 de plus ou 3 de moins. Non. Ces Rafales transportent, c'est toute la différence. Potentiellement, c'est une forme de signalement stratégique. Bon, il faut savoir que concernant l'opération Sentinelle orientale, ces 3 Rafales étaient prépositionnés sur le territoire polonais dans le cadre d'un exercice otanien. Et donc le président a demandé à ce qu'ils restent et qu'ils soient amenés en direction de la frontière orientale. Mais voilà, ça n'a échappé à personne, et c'est l'intention qu'ils peuvent, comme vous le soulignez, éventuellement transporter l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, ça fait partie de la réflexion qui est en cours sur la fameuse extension de la dimension européenne du parapluie. Question très candide. Hein. On débat, et des débats presque un peu comme sur le sexe des anges au Moyen-Âge, sur est-ce que oui ou non des armes nucléaires françaises peuvent stationner en Pologne. Mais est-ce que ça a vraiment un sens, puisque je comprends que de toute façon les Rafales peuvent porter ces armes nucléaires? Donc, ils peuvent être... Après, le problème, c'est la distance. Il faut faire des ravitaillements. C'est pour ça que les avions, pour avoir le maximum, d'autonomie, ils sont obligés d'être le plus proche possible des cibles. Écoutez un des meilleurs spécialistes de la question, Étienne Marcus. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en armement stratégique et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, merci de me recevoir. Expliquez-nous, s'il vous plaît, image à l'appui, puisqu'on voit ces images, comment fonctionne cette simulation et à quel point, si j'ai bien compris, il y a une simulation de grande envergure. Oui, tout à fait. C'est un raid qui implique une quarantaine, voire une cinquantaine d'appareils des forces aériennes stratégiques et de l'armée de l'air, parce qu'il y a aussi les escadrons conventionnels qui y participent. Donc c'est un pourcentage significatif des appareils qui sont disponibles à un instant T.
C'est un raid qui dure pendant plusieurs heures, qui va évoluer sur quasiment l'ensemble du territoire français et qui va opposer deux groupes, donc les rouges et les bleus. Les bleus étant les forces aériennes stratégiques qui ont dont certains Rafales sont équipés d'une maquette du missile ASMPR qui porte là c'est sans tête nucléaire. Et l'objectif pour ces appareils est d'atteindre un point de tir pour simuler une frappe nucléaire à l'intérieur d'un territoire ennemi très fortement défendu au moyen d'autres chasseurs, mais également de systèmes de défense antiaérien. Comment est-ce qu'on peut simuler un combat sans tirer? Je ne comprends pas très bien, je vous pose des questions vraiment de candide, mais comment est-ce que deux groupes peuvent simuler le combat sans tirer réellement des missiles? En fait, il y a des systèmes, déjà des systèmes informatiques qui permettent de déterminer si les appareils sont, deux adversaires sont dans des conditions favorables pour une interception. C'est des conditions d'engagement très spécifiques. Il faut être, par exemple, à la bonne portée des missiles. Il faut que l'adversaire évolue lui-même à une vitesse un cap, donc une direction spécifique qui ne lui permette pas d'échapper à l'enveloppe d'engagement d'un missile. Donc il y a plein d'outils de simulation qui permettent de déterminer qui a tué qui dans ce genre de scénario. Mais c'est très clair ça au moins. Étienne, restez avec nous. Coordination en fait. Ce qui était important, c'est moins l'aspect purement tactique de savoir si l'avion est abattu ou pas abattu, parce que ça... à la guerre, ça se passe jamais comme prévu dans un jeu vidéo ou à l'exercice. C'est simplement comment on fait pour mettre tous ces gens-là ensemble, les ravitailleurs, les avions de protection, les avions porteurs de l'arme nucléaire, le système de contrôle aérien. Comment on coordonne tout ça? C'est ça l'enjeu de ce genre d'exercice. Les Russes, en l'occurrence, j'imagine les Chinois et d'autres, mais enfin les Russes en particulier dans ce contexte, comment est-ce qu'ils observent ça? Quels renseignements ils vont trouver en observant? J'imagine que là, ils sont très attentifs. Justement, moi, la question que j'ai pour Étienne Marcus, c'est est-ce que l'exercice a réussi? Et s'il y a un échec, comment est-ce qu'on le dissimule? Est-ce que ça, est-ce que ça se jamais d'échec. Non, ça marche toujours. En fait, le problème, c'est que l'ensemble des informations, elles sont collationnées et il y a un rétexte et tout est analysé. Les avions, les trajectoires, les décisions, les temps de décision, tout est analysé et après, ils traitent. En plus, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'il y a une équipe A, une équipe B, des blancs, des rouges. Donc, on va dire les bleus, ils protègent le territoire. Donc, vous avez un modèle d'avion, on va dire des intercepteurs, par exemple. Par contre, ceux qui sont rentrés, ça va être des avions bombardiers. Donc c'est des Rafales avec des bombes. Donc en fait, on forme des pilotes à pénétrer un territoire ennemi. Bon, mais c'est la France, mais un territoire ennemi. Donc eux, ils doivent échapper, aux intercepteurs qui vont les empêcher d'y aller. Donc il y a un double effet et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, donc 4 fois par an, et aujourd'hui, on a un modèle de bombardier qui enfin, le Rafale, il sert il lance une bombe nucléaire, quoi qu'il en soit. Même si c'est compliqué. Étienne Marcus, en quoi là la France a vraiment une supériorité? On sait qu'il y a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Souvent sur ce plateau, il y a l'amiral Bichot. Alors, il n'y a pas de journaliste du Figaro, donc le groupe Dassault n'est pas représenté ici. Pour une fois, il n'y a pas de conflit d'intérêt potentiel. Vous n'avez pas de contrat avec Dassault, Étienne Marcus? Non, je n'ai pas de contrat. Bon, pas de conflit d'intérêt non plus. En quoi est-ce que Dassault, puisqu'on parle de ça, le Rafale qui est vraiment un objet d'une extrême sophistication, en quoi là la France a un avantage significatif? Alors la France, le modèle de raid français est unique dans le sens où, contrairement par exemple aux Américains qui vont utiliser d'énormes moyens, différents types d'appareils, ils vont rentrer en force avec des appareils furtifs, des appareils qui sont spécifiquement dédiés à la destruction des défenses antiaériennes ennemies, etc. Le modèle français est beaucoup plus restreint et on va jouer sur la fulgurance. Nous, plutôt que la recherche de la furtivité, souvent on va mettre en avant contre l'armée de l'air le fait que les Rafales ne sont pas furtifs. En fait, les forces aériennes stratégiques ne croient pas en la furtivité. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'on appelle la très basse altitude, très haute vitesse. Donc, le modèle du raid, c'est vraiment une fois, par exemple, lors de poker, ils vont pénétrer au niveau de Montpellier à peu près. Ils vont descendre à très très basse altitude, vers les 50-100 mètres d'altitude. J'ai déjà assisté, par exemple, près de chez moi, pendant un poker, des Rafales qui volaient à très très basse altitude en pleine nuit, sachant que hier, en plus, c'était des conditions météorologiques très très complexes. Il pleuvait dans le centre de la France.
Donc, ça force les pilotes à s'entraîner dans les conditions les plus extrêmes et ça montre par la même occasion aux adversaires que la France sera capable de mener un raid de nucléaire, quelles que soient les conditions auxquelles elles feront face, aussi bien les systèmes défensifs adverses que les conditions météorologiques les plus dures qui pourraient... de nombreuses forces aériennes dans le monde ne seraient pas capables de mettre en œuvre un tel raid dans de telles conditions. Merci beaucoup Étienne Marcus. Je recommande, parce que non seulement vous êtes un très bon spécialiste, mais vous êtes un bon photographe. Vous photographiez, vous avez un compte, je recommande votre compte Twitter où on peut suivre les photos que vous avez prises des différents exercices, etc. Vous avez vraiment la passion. Il y a comme ça des passionnés d'avion et vous êtes plus que passionné d'avion. Vous êtes spécialiste aussi de ces sujets-là en particulier. Je vois Sylvie Berman très impressionnée. Non, mais absolument, surtout que sur grand écran, c'est encore plus impressionnant qu'à la télévision, donc derrière vous. Merci beaucoup Étienne Marcus. Les avions, le fait que ces avions de chasse portent la bombe nucléaire, l'Estonie entre dans cette discussion puisqu'elle est prête à accueillir, on parlait de l'Estonie il y a quelques instants avec Charles Nurel, elle est prête à accueillir des avions de chasse britanniques en l'occurrence, qui eux aussi seraient capables de transporter des bombes nucléaires. C'est le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur, qui a fait ces déclarations. La porte est ouverte aux alliés. Alors de quel avion est-ce qu'il s'agit ici C'est un Eurofighter ? Non, le F-35. C'est F-35, autant pour F-35. Avec la bombe américaine, c'est le problème d'ailleurs. Les Britanniques viennent de décider d'avoir des F-35 pouvant transporter les bombes américaines B-61. Donc c'est pour ça que c'est tout récent. C'est il y a quelques semaines. Ouais, c'est récent. C'est une annonce d'il y a quelques semaines. Jusqu'à présent, les Britanniques n'avaient plus de ce qu'on appelle la composante aéroportée, c'est-à-dire des armes nucléaires qu'on met sous les avions. Ils avaient seulement les sous-marins. Ils n'ont que les sous-marins. Ils ont abandonné ça autour de l'an 2000, la composante aéroportée. Ils ont décidé d'en avoir une nouvelle avec des avions qu'ils achètent aux États-Unis, mais qui seront des avions britanniques. On en voit un ici, un F-35, sur lesquels ils mettront des bombes américaine avec le système de la double clé, comme le font les Allemands, les Italiens, les Belges et les Néerlandais. Toute la question de l'Estonie, comme la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que ça servira à quelque chose de déployer des armes nucléaires françaises en Pologne, etc. Militairement, pas vraiment. C'est surtout un geste politique extrêmement fort. C'est un geste de dire, mais notre destin est tellement lié qu'on va installer chez vous des armes, nos armes les plus importantes, et on les partage d'une certaine manière avec vous. Autrement, on en partage une partie. Donc c'est un geste politique énorme. Militairement, ça ne change pas grand-chose. Non, Jean-Dominique a raison. Je me suis entretenu récemment avec un nouveau ambassadeur estonien en France et je lui ai demandé qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes correctement défendu, vous, Estonien, avec un territoire qui est quand même minuscule. Je crois que c'est 45 000 km², c'est 320 km de l'extrême est vers l'extrême ouest du pays. Il m'a dit, nous avons sur notre territoire 3 puissances nucléaires. Les Américains, les Britanniques, les Français. Voilà pourquoi... on a le sentiment d'être correctement défendu et on ne pense pas que ce sera à nous que les Russes s'en prendront. Bon ben, manque de chance, il y a quand même des MiG-31 qui s'amusent à pénétrer, amusent entre guillemets, dans leur espace aérien. Mais Jean-Dominique a raison, c'est-à-dire que politiquement, c'est quand même symboliquement très très fort comme geste. Est-ce que ce sera suffisant pour, comme le pensait ce personnage politique, dissuader les Russes ? Ça reste à voir. Et le nucléaire, c'est aussi aujourd'hui devenu un peu le dernier rempart. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi qui en parlent. C'est cette dernière source sûre, cette impression qu'on sera toujours protégé tant qu'on a le nucléaire ou alors tant qu'on a des alliés qui ont le nucléaire. Et effectivement, dans un monde où vous avez de plus en plus de puissances, pas seulement en Europe, qui investissent dans le nucléaire, vous avez une nouvelle course au nucléaire et Zelensky l'a redit devant l'ONU, une course qui est une des plus importantes probablement de l'histoire. Vous avez des puissances aujourd'hui qui n'avaient pas cet objectif en tête, qui l'ont aujourd'hui. Donc vous avez une course aux armes nucléaires qui est différente parce qu'il est multipolaire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, des pays qui n'arrivaient pas à avoir ça auparavant, qui ont ça aujourd'hui. Donc c'est encore plus grave et encore plus dangereux qu'avant. Et surtout, on parle même de drones nucléaires maintenant. En fait, de miniatures de charge. Alors, les drones nucléaires, là, on est dans un système de prolifération. Zelensky a beaucoup insisté là-dessus, cette idée qu'une puissance développe un drone qui puisse transporter une ogive nucléaire. Mais déjà, les Français
scénario avec le effrayant. modèle d'effecteurs déportés. Parce que les Français travaillent sur un modèle, vous avez un Rafale, et autour vous avez des drones, mais le drone peut être porteur lui-même d'un armement. Donc ça s'appelle un effecteur déporté, et aujourd'hui on travaille beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que ce drone, il va te lâcher, le pilote de Rafale va l'envoyer en mission, et le drone va partir. Donc en fait, il va approcher avec ses drones, et puis, donc en fait, il y a tout un système qui se met en place. Donc on a une miniaturisation, et puis en fait, on a une espèce de dilution des armes sur le terrain qui va devenir difficile à contrôler. Et Zelensky l'a très bien dit aujourd'hui.